Vous allez me dire au niveau du son si c'est bon, si c'est trop fort, pas assez fort. C'est bien comme ça? À Saint-Julien. J'ai travaillé à partir du livre de Frédéric Le Sueur sur les églises du Loir-et-Cher. Autrement, après, j'ai travaillé avec les mémoires de la Société archéologique de Touraine, notamment les documents qui datent de 1842, le dictionnaire géographique et historique de 1878, et puis les mémoires de la Société des sciences des lettres du Loir-et-Cher, ces mémoires qui datent de 1867. Donc c'est à partir de tous ces documents qu'on a essayé de travailler sur Saint-Julien-de-Chédon. Alors, Saint-Julien-de-Chédon, notre commune qui est du Loir-et-Cher, qui est donc de la vallée du Cher, on pourrait penser que c'est une petite commune calme, qui n'a pas d'histoire, tout se passe bien. Même il y a des mauvaises langues qui disent que quand on passe au niveau du CD17, quand on rentre dans la commune et qu'on voit le panneau d'entrée, on voit le panneau de sortie. Mais ce sont des mauvaises langues. Parce que, comme je l'ai écrit, toute vie a un sens, et Saint-Julien, il a son histoire. Alors, Saint-Julien-de-Chédon, ben vous avez deux mots, Julien et puis Chédon. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de travailler sur ces deux mots-là. Mais avant, on va remonter un petit peu le temps pour... Donc, on va commencer par la situation romaine de notre commune, parce que c'est quand même important. La situation romaine, donc, on avait, sur la carte de Budinger, on voit très très bien que sur la voie romaine qui partait de Cassaro-Duno, c'est-à-dire Tours, et qui allait jusqu'à Avaricum, c'est-à-dire Bourges, eh bien, traverse la commune de Saint-Julien au niveau de la Varenne. Au niveau de la Varenne, la voie romaine traversait à cet endroit-là. Et sur cette carte de Budinger, on a Tasiaka, c'est-à-dire qu'on a ici, vous voyez, c'est écrit, c'est-à-dire Thésée et noté. Et quand j'ai fait des recherches avec mes anciens collègues du BRGM avec qui j'ai travaillé, on a vérifié sur des photos aériennes des années 50, et sur ces photos aériennes des années 50, eh bien, on voit, c'est des photos par infrarouge, eh bien, on voit les emplacements de petits vicus au niveau de la Varenne qui se situent au niveau du plan d'eau actuellement. Alors, une supposition toute simple, c'est que quand ils ont extrait la pierre pour l'autoroute, je pense que la pelleteuse a dû enlever aussi les traces de ce petit vicus qu'il y avait sur Saint-Julien. Alors, pour bien voir pourquoi on est arrivé au jour nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est à partir du Moyen-Âge. Mais pour arriver jusque-là, je vous rassure, on ne va pas faire de grandes choses au niveau historique, mais une chose qui est importante, c'est de voir comment était composé le royaume des Francs, donc au moment du Capet, c'est-à-dire juste avant le Moyen-Âge. Donc on s'aperçoit que à ce moment-là, tout était fait, le royaume, en fin de compte, de France, lui, n'a pas de territoire. Petit territoire, c'est juste les petits points bleus qui appartiennent au roi de France. Donc le roi de France n'a pas du tout de propriété. Les propriétés appartiennent au Grand-Duché et au comté. Ça, c'est donc important de le voir. Et puis nous, on a au centre, là, on avait le comté d'Anjou, dans lequel on est rattaché. Donc ce comté d'Anjou, le voilà plus en détail. Donc le comté d'Anjou avec le comte d'Anjou que vous connaissez tous, vous le connaissez, et qui, pour protéger tout son comté, eh bien, a construit tous les donjons tout autour. Alors pourquoi vers le sud? Parce que on supposait toujours que les invasions arrivaient du sud, rarement du nord. Donc vous avez tous les donjons dont il reste. Donc vous aviez le premier qui était à Chaumont qui n'existe plus, mais vous avez Montrichard, Loche, Montbazon, Langeais, ils l'ont reconstruit en bois, Chinon, et puis vous aviez Angers, Durtal. Et donc tout autour, en fin de compte, il y avait ces donjons qui protégeaient le comté d'Anjou.
Donc, Fulcanera, lui, il était là, il avait aussi des ambitions de reconquêter à ce moment-là Eudes II de Blois. Lui avait par contre des ambitions pour essayer de conquérir le comté d'Anjou. Et puis donc, Fulcanera, lui, s'est associé à ce moment-là avec Herbert Ier, qui était le premier comte du Maine, avec qui il avait déjà travaillé pour essayer d'envahir la Bretagne. Hein, c'était son beau-frère qui était à ce moment-là le roi en Bretagne. Et donc, eh bien, il s'est associé avec Herbert Ier pour faire une grande bataille contre le Eudes II de Blois. Et donc, vous l'avez entendu tous parler, c'est la célèbre bataille de Pont-de-Voix qui a eu lieu le 6 juillet 1016. Alors après, avec l'évolution un petit peu de ces territoires, nous avons une petite dame qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine, qui est une dame qui avait les dents longues, très longues, parce que si on regarde déjà son duché, ça ressemble étrangement à la région Aquitaine actuelle, avec les nouvelles régions. Donc, Aliénor d'Aquitaine, elle avait l'intention disons, des volontés au niveau pays, disons, territoire, de vouloir agrandir un maximum. Et pour se faire excéder, c'est là qu'elle a fait le mariage avec Henri II d'Angleterre, pour pouvoir encore agrandir son territoire. Et donc, les territoires se sont trouvés à ce moment-là légèrement divisés. Et donc, nous, le territoire du comte d'Anjou, lui, vous voyez, il a extrêmement rétréci, hein, puisqu'il part du Loire, de Chaumont, Celles-sur-Cher, hein, La Roche-Puisée, et puis comme Saint-Martin, vous voyez, maintenant, le territoire, il était beaucoup plus restreint, et c'est à ce moment-là le petit-fils de Fulcanera, Fulque V, qui va régner sur ce secteur-là. Bon, pourquoi je vous ai expliqué un petit peu tout ça? C'est parce qu'à partir de maintenant, on va rentrer vraiment dans la vie de l'époque, sur la forêt de Saint-Julien-de-Chédon. Alors, la forêt de Saint-Julien, la forêt de Chédon, parce que Saint-Julien n'est qu'un tout petit bout. La forêt de Chédon, qui est donc au Moyen-Âge quand même la forêt. Tout le territoire franc, il est recouvert de nombreuses forêts. Et notre secteur, vous avez cette forêt, la forêt de Chêne-Vos, la forêt du Gros-Rogier, et puis donc la forêt de Chédon. La forêt de Chédon fait, à cette époque-là, elle part du Loir, et elle va jusqu'à une petite commune qui s'appelle Chédon, le hameau de Chédon, qui est à côté des Cueillers. Le panneau, il est récent, je suis allé photographier, donc ça existe toujours. Donc cette forêt, elle fait à peu près 42 500 hectares. Donc c'est une très très grande forêt. Alors ces forêts, elles étaient bien sûr propriété de seigneurs. Hein. Et puis dans les années, après il y a eu beaucoup dans les années 1600-1700, il y a eu une exploitation extrêmement importante du bois. Et donc les forêts, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles ont réduit à peau de chagrin. Voilà ce qui reste aujourd'hui des forêts. Alors, on retrouve, nous, la forêt d'Aigueville, la forêt de Drouard, et puis la forêt de Loche. Voilà ce qui reste de la forêt de Chédon. Donc vous voyez qu'elle a été quand même extrêmement détruite. Donc aujourd'hui, c'est une petite peau de chagrin qui reste. Alors juste pour petit point de détail, Brouard, c'est le vieux nom de Bruyère. Juste un petit complément, ça. Donc on va revenir à notre forêt de Chédon, parce que ce qui est important, c'est de voir cette forêt, parce que ça, c'était ce qui reste. Alors cette forêt, comme je vous le disais, elle appartient à trois seigneurs. Le seigneur de Saint-Aignan, le seigneur de Villantroy et le seigneur de Monttrésor. C'est eux qui sont propriétaires de ces forêts. Et propriétaires des forêts, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a dedans, et de tout. Voilà. Alors on va faire maintenant un petit rapprochement. Le deuxième point qui va être
Là, on a vu la forêt de Chénon. La forêt de Chénon, vous avez vu, elle appartient à des seigneurs. C'est quelqu'un qui avait quand même toute sa foi et qui voulait se convertir au christianisme. Il voulait se convertir. Alors, dans l'armée romaine, c'était pas forcément bien vu de se convertir au christianisme. D'autant plus que, se convertissant au christianisme, il s'est opposé avec un de ses supérieurs, un officier supérieur qui s'appelait Ferréol. Ils se sont opposés aux armées romaines contre toutes les destructions et les massacres que faisait l'armée romaine. Donc, vous voyez qu'au niveau mode de vie sur place, quand on s'oppose à son armée parce qu'on trouve qu'elle fait des exactions qui sont intolérables et qui ne correspondent plus à la foi qu'il avait acquise, et bien donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a déserté. Il a donc quitté à ce moment-là le vicus de Vienne où il était au niveau de soldats romains et il s'est réfugié en Auvergne au vicus de Brioude. Et là, au point de vue date, on est quand même dans l'année 304. Hein. Donc là, Julien, qui avait déserté, eh bien, donc il est arrivé à Brioude, mais vous imaginez bien quand même que l'armée romaine ne va pas dire mais il est parti, qu'il a été vivre sa vie. Non. Aussitôt, le commandant du vicus de Vienne a mis toutes ses troupes à sa poursuite, et donc ils l'ont rattrapé, puisqu'il s'était réfugié à Brioude, ils l'ont rattrapé à Brioude, ils l'ont rattrapé à Brioude, Julien, et donc, arrivé à Brioude, l'armée romaine attrape Julien, et qu'est-ce qu'ils lui font? Ils lui coupent la tête. C'est expéditif comme système, mais donc ils lui coupent la tête et ils avaient ordre de ramener la tête à Vienne. Mais pour pas que ça salisse, ils ont lavé la tête. Alors là, voilà la fontaine qu'il y a à Brioude, la fontaine où la tête de Julien a été lavée. Et donc les Romains ont rempli un sac, mis ça dans un sac, une fois la tête bien lavée, et puis ils l'ont emmené au patron du vicus de Vienne. Alors cette fontaine, elle est vraiment magnifique, elle est composée en plus avec ici des sculptures qui sont d'époque du Moyen-Âge, qui viennent d'époque pas de 304, quand la fontaine a été refaite, parce que la fontaine ce n'était que de l'eau autrefois. La fontaine là, elle est du Moyen-Âge, elle est très très belle. Et donc en partant également sur ce lieu, eh bien le corps de Julien était resté. Alors ce lieu a été tout de suite, disons, pris pour peut-être faire des pèlerinages. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a deux personnes qui s'appellent Monsieur Arson et Ulpice, qui c'était deux vieillards qui étaient là quand ils ont vu le corps de Julien. Et bien aussitôt ils se sont dit le pauvre homme, on ne va pas le laisser, on va l'enterrer. Donc un petit peu plus loin que la fontaine, ils sont allés enterrer le corps de Julien. Et évidemment, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que nos deux vieillards, Arson et Ulpice, eh bien, ils sont redevenus tout gaillards, tout frais, et puis avec je dirais, la possibilité de guérir d'autres personnes. Donc évidemment, ça s'est su très vite, et ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage très important. Et il l'est toujours. Il l'est toujours, notamment vers le 28 août, à Saint-Julien, parce qu'au moment du pèlerinage et à sa date d'anniversaire, j'y suis allé, mais je ne l'ai pas constaté, mais ce qui est important, c'est quand même la légende qui est là, c'est que la fontaine devient toute rouge toutes les 28 août. Bon, j'y suis allé le 28 août, j'ai été déçu, mais c'est que je pense que peut-être que
dans ma tête, je n'ai peut-être pas cru assez. Si j'avais vraiment voulu la voir rouge, je pense que je le hein. Et donc, dès l'instant que c'est devenu aussi ce lieu de pèlerinage, eh bien, un martyrium a été élevé hein, dès le IVe siècle à l'endroit même où aujourd'hui s'élève la basilique de Brioude. La basilique de Brioude est un sanctuaire absolument magnifique. Et c'est une première dame, je vais vous la montrer quand même. Voilà la basilique Saint-Julien de Brioude. C'est une basilique romane vraiment d'une beauté exceptionnelle à l'intérieur, remplie de fresques, des mosaïques, tout ça. Donc c'est une dame espagnole qui, en fin de compte, a construit, pas cette église-là, mais la toute première qui est dessous, hein, pour remercier Julien, donc, parce qu'il n'était pas encore tout à fait ça, encore à cette époque-là, de l'accomplissement de tous ses vœux. Donc elle a commencé à construire un premier sanctuaire lié à Saint-Julien, et puis après, donc, il y a eu l'évolution de cette église, qui est passée par une église carolingienne, hein, qui elle a été bâtie au 8e et 9e siècle. Et malgré tout, dans l'abbaye aujourd'hui, voilà les fondations de l'abbaye. Donc ça qu'on peut voir quand on descend dans les sous-sols de la basilique. Vous avez ici les vieilles colonnes qui restent du premier sanctuaire carolingien de la basilique, enfin, d'église à l'époque, parce que c'était pas une basilique à l'époque, qu'il y a dessous. Bon, c'est visible, c'est pas tout le temps ouvert, mais il suffit de demander et il s'ouvre. Voilà. Alors, également de l'église carolingienne de cette époque-là, il nous reste les mosaïques du sol, les mosaïques du chœur qui sont également d'une beauté extraordinaire. Donc l'église romane actuelle, elle a continué, elle a été montée à partir du 9e siècle. Là, vous avez Julien, qui est une statue en or, qu'il y a dans la basilique. Et donc toute la basilique ici, qui est une magnifique basilique romane, toutes les colonnes sont peintes de fresques. C'est absolument, vraiment très très beau. Et elle a été inscrite au monument historique sur la liste de 1840. Et puis autrement, donc elle a été érigée en basilique par Pie XII le 26 avril 1957. Donc je trouvais que c'était très intéressant de vous montrer que notre Julien, il a laissé une partie chez nous, il a laissé une grosse partie à Brioude, et cette connaissance à Brioude est très très intéressante. Quand j'ai travaillé, parce que j'y ai passé à peu près 15 jours à Brioude, j'ai été très très bien accueilli, et quand j'avais fini tous les travaux que j'ai fait, ils m'ont demandé de faire une conférence sur la basilique, parce que, en fin de compte, il y avait très très peu de recherches qui avaient été faites sur toute l'histoire de Julien. Donc je suis un des précurseurs à avoir fait toute cette recherche sur Julien. Et donc, dans la crypte de la basilique, aujourd'hui, il y a le reliquaire de Julien, de Saint-Julien, donc ces reliques qui sont là, qui sont dans la petite boîte. Donc, sur le côté, là, parce qu'il y a des grilles devant, on ne peut quand même pas y aller, rentrer. Mais tout le côté, à force que les gens venaient pour le caresser, ce reliquaire, eh bien, il est complètement déformé sur le côté. J'avais fait une photo, mais ça donne absolument rien, donc je ne l'ai pas mise. Donc voilà pour Julien à cette époque-là, et ça va nous ramener maintenant, eh bien, à Julien, ici, à Saint-Julien. Voilà, parce que Grégoire de Tours, là, on va avancer un peu dans le temps, on va avancer en 575. Grégoire de Tours, donc, qui est un évêque de Tours, lui, qui était aussi d'origine évergate et de la région de Brioude, il a eu l'idée de prendre quelques
de Julien et de les rapporter à Tours. Alors, à l'époque, il a confié les reliques qu'il avait ramenées, une partie des reliques, donc il a ramené à Tours, les reliques de Saint-Julien, qu'il avait rapportées de Brioude, et il a imposé à ce moment-là aux moines de Notre-Dame de Tours de créer une abbaye qui fonctionnerait suivant les règles de Saint-Benoît, et donc ils ont créé à cette époque-là l'abbaye bénédictine de Saint-Julien de Tours. Voilà l'abbaye bénédictine de Saint-Julien de Tours, qui est toujours debout, qui ne se visite pas, sauf en insistant beaucoup. C'est un lieu absolument étonnant. Vous avez l'église là qui est toujours bien visible, mais le couvent qui est derrière, lui, il est beaucoup moins. Il n'est pas ouvert au public. Mais donc, vous voyez, le Saint-Julien de Tours, c'est parce que cet évêque, en 575, a ramené les reliques, une partie des reliques de Saint-Julien, qui les a confiées aux moines de Notre-Dame, et il leur a demandé donc de créer une abbaye bénédictine, qui s'appelle donc l'abbaye bénédictine de Saint-Julien de Tours. Et donc cette abbaye existe toujours. Donc, ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment est-ce que de Julien, qui était dans l'armée romaine, qui est déserté, qui a été à Brioude, de Brioude où il a fait que la ville de Brioude s'est développée, que cet évêque récupère des reliques, les apporte à Tours, et le rapport maintenant avec Saint-Julien, eh bien il est relativement simple, c'est-à-dire que vous avez nos seigneurs à cette époque, ils ont les forêts, mais à part chasser, dans les forêts, ils ne font pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour exploiter les forêts? Eh bien, ils ont demandé aux abbayes, en fin de compte, d'exploiter les forêts. Donc, ils ont donné une partie des terres des forêts aux abbayes. Et donc là, vous avez l'abbaye de Saint-Julien qui a récupéré une partie de la forêt de Chédon, et la deuxième abbaye, c'est l'abbaye de Villeloin. L'abbaye de Villeloin qui ont récupéré une autre partie de la forêt. Donc les seigneurs, eux, ils ont donné ces choses-là, ils ont donné les terres pour que, en fin de compte, que les moines travaillent dans les forêts. Alors ça n'a pas été simple, hein, parce que les seigneurs avaient donné ça, mais vous aviez par exemple le seigneur de Saint-Aignan. Le seigneur de Saint-Aignan, lui qui gérait toute la grande partie nord-est de la forêt, et n'était pas tout à... Le seigneur en lui-même avait donné aux moines, aux abbayes, pour faire le travail. Mais le seigneur, il avait des vassaux, et ces vassaux, eux, n'étaient pas toujours d'accord, parce qu'ils disaient, oui, mais si c'est les moines qui font tout, qui vont tout récupérer, nous, on n'a plus rien. Donc c'est engagé à ce moment-là une première bagarre. Nous, sur notre partie, sur la partie de Chédon, le petit prieuré de Chédon que les moines avaient voulu installer dans la forêt, les moines de l'abbaye de Saint-Julien, de Tours, bien sûr, eh bien, il y avait des conflits avec le seigneur, mais en fin de compte, par les négociations, puisque c'est un terme aujourd'hui qui s'emploie beaucoup, avec tout un tas de négociations entre l'évêque de Tours, Archambault-Urgéry, et puis Fulquenera, enfin le père de Fulquenera, eh bien, ils ont fini par s'entendre un petit peu. Et puis, Geoffroy Ier, il a fini par dire ok, vous pourrez travailler tranquillement à l'intérieur de la forêt de Chédon, et puis donc créer vos prieurés. Et alors, les prieurés qui ont été créés, vous avez le prieuré de la Chaise à Saint-Georges, le prieuré de Saint-Julien, et il y a tout en bas aussi un autre prieuré de Saint-Gilles de Chédon, qui lui, aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. Le prieuré de Saint-Julien n'existe plus en tant que tel,
mais on est dessus puisqu'il était ici en emplacement exact de cette église. Hein. Et donc les moines sont arrivés ici, et ils ont commencé à installer leur petite maison pour habiter. Et la première chose, bien sûr, comme font tous les moines, c'est qu'ils ont commencé à construire ce qu'on appelle une capella, donc une petite. Et cette chapelle, elle a été construite exactement au même endroit que l'église aujourd'hui. Là, on a des traces de tout ça aujourd'hui, ça existe, les repères sont faits. Donc nos moines sont arrivés, donc vous voyez, de notre Julien qui est parti, eh bien, les moines sont arrivés de l'abbaye de Saint-Julien de Tours, et voilà pourquoi ici, ça s'appelle aussi Saint-Julien, parce qu'il y avait ce prieuré de Saint-Julien qui était là. Et donc là, les moines, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à défricher, à enlever, pourquoi faire? Eh bien, pour travailler, faire de la terre, développer de la terre. Et puis, ils ont commencé à planter la vigne également. Mais dans le cadre de débroussailler les forêts, d'entretenir les forêts, il y a eu la première ordonnance de Philippe Auguste qui a mis tout un tas de choses pour la protection des forêts. C'est la première ordonnance de protection des forêts qui a été mise, sachant qu'on n'avait pas le droit de couper les arbres fruitiers. Alors à l'époque, arbres fruitiers, c'est pas forcément des pommiers, des pêchers, c'était les hêtres, les châtaigniers, c'est-à-dire tout ce qui donne des fruits, les châtaigniers qu'on mangeait, les hêtres qui donnent les fèves de scie qu'on mange. Et donc tous ces arbres-là n'avaient pas le droit d'être taillés, d'être abattus. Et évidemment, les seigneurs, c'était quand même réservé des parties de forêt pour la chasse, parce que les moines n'avaient pas le droit de chasser. Donc les exploitations des forêts, par contre, les moines avaient le droit d'exploiter les forêts pour tout ce qui était toute construction. Les constructions qui étaient liées aux châteaux, aux abbayes, les églises, ils avaient le droit de couper le bois pour se chauffer, des petits bouts de bois pour la vigne, et ils avaient le droit aussi d'emmener les animaux à l'intérieur de la forêt. Alors je vais vous citer, juste pour le fun, quelques droits qui existaient. Un droit qu'on appelle le droit de pannage. Le droit de pannage, c'est le fait de pouvoir emmener les porcs en forêt pour qu'ils se nourrissent de fruits et de baies. Vous aviez le droit de package, qui était on menait les porcs, là c'était mener les animaux domestiques, les chèvres et les lapins. On avait le droit d'emmener les chèvres et les lapins dans les forêts. Vous aviez le droit de pâturage, qui était de faire paître les animaux dans les clairières. Vous avez la paisson, qui était le nourrissage des porcs par la glandée. Aller à la glandée. Et les gens qui emmenaient ça, c'était des glandeurs. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de professions comme ça à Saint-Julien. Voilà, mais c'était aller à la glandée, c'était emmener les porcs manger les glands. Alors vous avez des mots qui... Alors les moines aussi, il fallait voir que ils travaillaient, mais ils aimaient bien aussi faire travailler les autres. Donc petit à petit, ils faisaient travailler ils appelaient pas ça des serviteurs, hein, c'était des gens qui travaillaient pour les monastères, les abbayes ou les prieurés. Donc c'était des gens qui étaient là pour justement emmener ces animaux en forêt, travailler la vigne, travailler une chose qui les travaillait beaucoup aussi, c'était les abeilles, les ruches, il y avait beaucoup de ruches. Et donc pour ces gens-là, eh bien les moines les autorisaient à construire ce qu'on appelle des herbergements. Des herbergements, c'est-à-dire c'était des petites maisons où pouvaient travailler ces gens qui travaillaient pour les moines. Et ce mot herbergement, eh vous avez une commune en Vendée qui porte toujours ce nom, à côté du Puy du Fou, pour ceux qui le connaissent. Et donc, voilà. Et les moines avaient donc ce pouvoir-là, et les moines avaient également la possibilité de dresser des amendes pour les gens qui ne se comportaient pas bien en forêt.
Donc, tous ces usages, en fin de compte, ça enrichit les abbayes. Vous voyez, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, nos moines, donc, comme je vous ai dit, ils ont travaillé sur la vigne. La vigne, à cette époque, parce que là, je vous rappelle, on est au Moyen-Âge, on est en 134 ou 140. La vigne, eh bien, la vigne, il n'y avait pas tout le choix qu'il y a maintenant en matière de cépage. Très ancien qu'on a retrouvé, qui était fait par les Gaulois à l'époque. Les Gaulois qui, de notre région, s'appelaient les Bituriges. Eh bien, ils ont, à partir de la vigne sauvage, à partir donc des lambrusques sauvages de vigne, ils ont développé une vigne qu'ils ont appelée le Biturica. Le Biturica, c'est le premier cépage, en fin de compte, de vigne que les moines ont planté sur les terrains comme Saint-Julien. Et quand on reprend toute l'histoire des vignes, on s'aperçoit que ce Biturica, eh bien, il est à l'origine de nos Cabernets. Voilà, donc nos moines ont beaucoup travaillé et ils ont commencé à développer toutes les vignes sur Saint-Julien. Donc on est en 134, nos moines travaillent, ils ont leur petit prieuré, mais à ce moment-là, un des vassals du seigneur de Saint-Aignan, qui s'appelle le chevalier Joubert Louis, alors Joubert c'est son prénom, Louis c'est son nom. Eh bien ce seigneur, qui était donc un seigneur de Saint-Julien de Chédon, vassal de Saint-Aignan, eh bien c'est lui qui a financé la première église. La première église, voilà la forme qu'elle avait. Eh bien la première église, c'est cette partie-là. Ça s'arrête ici. Vous voyez? Ça s'arrête à ce niveau-là. Ça, c'était la première église, qui était une petite église romane, et avec sa particularité d'avoir son porche et ses deux fenêtres. Vous allez bien m'entendre, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous imaginez que c'est un arc roman, c'est la porte telle qu'elle est là, qui était là à la place. Et vous avez ici les deux fenêtres qui sont encore marquées de chaque côté. Vous voyez? Ici, vous voyez les deux fenêtres qui sont là-bas. On les retrouve. Alors, évidemment, il y a des différences de niveau, c'est important, parce que ça a été énormément travaillé. Donc, nous, dans le reste de cette première chapelle qui a été construite en 1147, donc toute cette partie-là date de 1147. Et donc ici, on a la porte, bien sûr, et ces deux fenêtres qui sont là, que vous pourrez donc bien voir. Et sur le fond, vous les voyez également, on a les fenêtres du fond qui sont là, qui ont été arrivées à l'époque à plusieurs couverts. Ici, on avait deux fenêtres en arc, qui est là, et puis l'autre de l'autre côté de l'écran va vous aider, mais je vous les montrerai après quand on va l'écran. Vous avez les deux fenêtres sont toujours visibles. Donc, ça c'est de voir. L'église, donc, elle a été construite à ce moment-là. Cette partie de l'église a été construite en 1147. Et puis de 1147 à 1154 exactement. Donc le chevalier Joubert Louis, donc c'est lui qui a fait construire cette église. Donc à l'époque, pourquoi est-ce que les seigneurs faisaient construire des églises? Parce que compte tenu qu'ils avaient des vies qui étaient un petit peu particulières, pour pouvoir espérer les bienfaits de l'au-delà, eh bien, il fallait qu'ils donnent de l'argent en construisant les églises, en apportant leurs dons aux abbayes disons à l'église, proprement dit. Donc voilà ce qui se passait. Donc Joubert Louis, comme il avait des sous, donc il a fait construire cette église-là, et il a participé aussi à la construction d'Aigues-Vives, de l'abbaye d'Aigues-Vives. Alors, je reviens sur le chevalier Joubert Louis pour vous dire, voilà, parce qu'au départ, on a perdu un petit peu de temps en travaillant sur Joubert Louis.
Tout simplement parce que sur les papiers, c'était écrit Louis Joubert, et nous, on croyait que Louis, c'était le prénom. C'est peut-être un peu rapide, mais Louis Joubert, on pensait que Louis, c'était le prénom, Joubert, et on voyait bien qu'on n'avançait pas, on a piétiné un certain temps, jusqu'à temps qu'on découvre d'autres documents qui nous Joubert, c'est le prénom, et Louis, c'était le nom, et à partir de là, on a pu remonter beaucoup plus sur la construction de l'église de cette époque-là. Ensuite, eh bien, l'église, elle a continué de s'agrandir. Donc là, vous voyez, là, nos moines qui vont dedans, et pour arriver à la situation actuelle, là, j'avais remis parce que je présente des fois cette magnifique histoire de Saint-Julien, pas dans l'église, donc c'est pour ça que j'ai monté ces choses-là. Donc, l'église était là au départ, donc l'église, après, elle s'est construite en 3 périodes. Cette première partie, elle a été là. On voit tout de suite qu'ici, il y a eu une deuxième partie qui a été montée, qui a été faite. Alors, sur cette première partie, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose, honnêtement. On l'a sur certains plans qu'on a de l'époque, où l'église s'arrête là. La construction principale, c'est en 1631, où là, l'église, c'est à ce niveau-là où il y a le décrochement. Il y a le décrochement. Donc là, l'église a été entièrement refaite en 1631. Avec, à partir de là. Et puis après, toute cette partie-là, elle est plus récente puisqu'elle date du 18e. Oui, oui. Et le petit cathedral qui lui date du 19e. Donc voilà, les 3 étapes après de construction de l'église. Bien pourquoi est-ce qu'une église a grandi? Parce qu'autrefois, quand on se situait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on est, comme même jusqu'aux années 1600, les gens qui viennent dans les églises, c'est pas les pauvres, c'est pas les ouvriers qui viennent dans les églises, c'est uniquement tous les descendants des seigneurs. Donc les églises n'ont pas besoin d'être grandes. Alors ce qui s'est fait, c'est qu'au fur et à mesure que, je dirais que le public augmentait, et bien en fin de compte, il a fallu agrandir les églises. Alors nous, elle s'est agrandie en longueur. Vous avez des églises qui se sont agrandies en largeur. Vous avez la nef principale, après avec des petites nefs secondaires. Donc après, chacun a fait évoluer son église. Et vous avez à l'heure actuelle certaines, disons, églises ou cathédrales romanes qui sont magnifiques, et puis donc avec des déambulatoires qui sont de chaque côté, puis eux sont de style gothique, parce que c'est à cette époque-là qu'on a agrandi l'église. Donc nous, notre église, elle s'est agrandie suivant ces trois étapes dessus. Donc sa taille là, telle qu'elle est ici, la taille elle est finale, elle est à peu près de fin 18e, telle qu'elle est là. Fin 18e, et je vous dis juste le caquetoire qui lui est du 19e, qui est récent, dessus. Donc ce chœur, il a été lui par contre refait en 1834. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que le fond de l'église n'était pas du tout comme ça auparavant. Auparavant, parce que ça c'est 19e, c'est très récent. L'église ici, vous voyez, on a des colonnes là, qui sont là, il en reste 2. Il y en avait 6 comme ça tout autour. Et mon petit machin, il y en avait 6 comme ça tout autour. Et surtout, ce qui était magnifique, c'est qu'on avait un autel à la romaine, c'est-à-dire un autel en pierre qui était lui positionné non pas contre le mur, mais comme un autel à la romaine. Donc il était positionné en avant du mur et on pouvait donc faire le tour de l'autel.
sauf que, eh bien, après les années 1850, eh bien, le catholicisme a fait qu'il fallait mettre du plâtre et puis de la brique de plâtre pour faire les chœurs d'église. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a tout cassé dans l'église pour enlever ce schéma qu'on a vu et qui était intéressant. Et non, ils ont monté après Voilà, ça fait partie de l'histoire qu'on a à peu près dans toutes les églises où on a voulu enlever l'ancien, parce que l'ancien avait une image, non pas de catholicisme, mais de chrétienté. Là, on pourra aussi en discuter, c'est une très grande différence. Et donc, il fallait absolument que cette image reste là. Donc, voilà pour ça. À l'intérieur du cœur de l'église, vous avez cette dalle qui est là, elle est là-bas, on pourra la voir dans le détail tout à l'heure, sur place, qui elle représente les figures. Elle est donc une plaque qui est sculptée, donc qui est du XVIIe siècle. Ça fait partie d'un des joyaux de l'église de Saint-Julien. Vous avez la figure de Saint-Jacques et de Saint-Pierre dessus. Saint-Jacques, il est habillé en pèlerin. On y voit donc, il a son bourdon pèlerin, son bâton, son sac, sa calebasse, sa gourde, il a sa grande cape. Et Saint-Pierre, et là, lui est représenté avec ses deux clés, que je vous rappelle, une en or qui est la clé céleste et l'autre en argent, la clé terrestre. Donc cette petite dalle au niveau de l'église est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau histoire. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, l'église a failli être classée par rapport à ce... Et il n'y a pas eu de suite. Vous avez peut-être aussi remarqué, puisque vous êtes déjà venu dans l'église, qu'en haut de l'église, nous avons toute cette petite bande là qui n'existe plus, enfin qui est juste effacée. C'est ce qu'on appelle une litre funéraire. Alors une litre funéraire, qu'est-ce que c'est? Eh bien une litre, à l'origine, c'est une bande noire, mais elle est noire, mais quelquefois dessus vous avez des armes du chevalier qui sont mises dessus. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que un seigneur qui donnait beaucoup pour son église, soit qu'il faisait construire, soit que c'était un grand donateur, il avait ce qu'on appelle sur l'église un droit de patronage. L'auteur, donc, il avait ce droit de patronage sur l'église, et les autorités ecclésiastiques à ce moment-là l'autorisaient en contrepartie d'avoir ce qu'on appelle le droit de litre à l'intérieur de l'église. C'est-à-dire cette représentation de César à l'intérieur de l'église qui montrait que, à sa mort bien sûr, il fallait qu'il soit mort quand même pour qu'on fasse ça. Et donc, il y avait ces armes qui étaient donc représentées à l'intérieur de l'église sur fond noir. Là aussi, quand l'église, dans les années fin des 1853, a été refaite, ça a été complètement enlevé, mais elle est toujours présente. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel seigneur ça correspond. On fait des hypothèses, mais pour l'instant, on n'a pas de preuve de quel seigneur, si c'est une litre qui a été faite pour Joubert-Louis ou pour d'autres seigneurs après. Enfin, ce droit de litre, en fin de compte, a été aboli à la Révolution. Il a été maintenu jusqu'à la Révolution. Donc, ne soyez pas surpris si vous faites des visites d'église, notamment en église romane, et que dans le cœur vous voyez ce genre de choses, parce qu'il y a encore beaucoup d'églises qui en ont. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument intéressant à voir. Autre point qu'on a trouvé à l'intérieur de l'église, là c'est la litre, oui, vous voyez, c'est cette plaque.
Cette plaque, elle date de 1630, de 1621, c'est-à-dire au moment, j'ai dit 31, c'est 21, quand l'église a été agrandie. Et là, vous avez cette pierre qui a été découverte sur le porche d'entrée de l'église, où c'est écrit l'an de grâce 1621, l'église d'Océan a été refaite par Maître de la Roche, l'aîné, et le prieur et maître J. de la Roche, le jeune, père et vicaire. Voilà. Donc il vous donne la liste de tous les artisans et des curés qui étaient pris qu'à cette époque-là, hein, qui ont fait donc cette pierre. Donc cette en montant le petit escalier, elle est visible là-haut. Et cette pierre a été découverte, et pareil, il n'y a pas très longtemps, quand les murs ont été nettoyés. Comme quoi le ménage, quelquefois, ça a du bon. Ici également, sous nos pieds, eh bien donc sont enterrés plusieurs seigneurs de Saint-Julien, dont le messire François Dubois de Boisrideau, qui est enterré ici dans le cœur de l'église, qui était un des écuyers du seigneur de Villiers. Et il y a plusieurs prêtres et plusieurs prieurs, pas des prêtres, mais des prieurs de Saint-Julien qui sont également enterrés dans le cœur de l'église. De toute manière, être enterré dans un cœur d'église, on ne pouvait être que les seigneurs ou les hommes de Dieu. Toutes les autres personnes pouvaient être enterrées après jusqu'à la porte dedans. Donc au niveau de la porte, il y avait 6 personnes enterrées, les corps ont été enlevés quand l'église a été agrandie. Les inhumations dans les églises sont interdites maintenant. Ça a été interdit le 13 mars 1776 par un décret royal qui a interdit toute inhumation à l'intérieur des églises. Alors Saint-Julien, vous avez vu, donc c'est quand même un personnage intéressant. Eh bien, il y a 89 Saint-Julien en France. Pour ceux qui ont lu le Chédonné, vous les avez tous dedans. Et il y a plus de 300 églises qui portent son nom aujourd'hui. Et là, une très très belle, c'est la cathédrale du Mans, qui est la cathédrale Saint-Julien du Mans, qui est une cathédrale magnifique également aussi, mais là une cathédrale beaucoup plus récente, puisque nous sommes dans le gothique. Et la fête de Saint-Julien, donc, c'est le 28 août. Il faudrait qu'on fasse une fête à Saint-Julien quand même pour la Saint-Julien. Pour réunir tous les Saint-Julien, comme ça se fait. Donc ça se fait tous les ans. L'année dernière, c'était le Saint-Julien en Bourgogne qui le faisait. J'ai commencé dans le cadre de mes promenades à aller dans tous les Saint-Julien. J'en ai déjà 6 de fait et encore du boulot. Donc, on va terminer par du bruit, par nos cloches. Donc nous avons 4 cloches, juste au-dessus de vous, parce que ici on est, vous voyez, ce clocher-là était à l'origine, comme tout clocher en bout de l'église, et après, évidemment, comme l'église a été agrandie, ils n'ont pas déplacé le clocher. Donc nous avons nos 4 cloches, dont la plus ancienne, parce que c'est quand même intéressant, la plus ancienne qui est émilienne, hein, celle-ci là. Donc c'est une cloche qui date de 1684. Elle a été baptisée le 20 janvier 1681, et puis après donc installée, parce que baptisée, montée, et donc dessus c'est écrit qu'elle a été donc mise en place en 1684. Elle a été baptisée par le curé qui s'appelait à l'époque Gilles Louette. Le curé Gilles Louette, alors c'est quand même intéressant parce que c'est 1681, donc Gilles Louette, c'est le premier curé qui est à l'origine des premiers registres paroissiaux de la région. C'est lui qui a commencé à faire les registres paroissiaux. Après les Geneviève, Joséphine et Marie, c'est des cloches un peu plus récentes puisqu'elles datent de 1862. Donc vous avez Geneviève qui a été bénite donc en 1800,
62 par le curé de Roulin, c'est M. Étienne Minier qui avait donné la cloche, et elle a été nommée Geneviève par F. Charbonnier et Geneviève Hugues. Joséphine, elle était bénite également en 82, et donc on retrouve Louis Hugues et Joséphine Angier, qui sont les parrains et les marraines. Marie, Marie, le problème c'est que j'ai plus les éléments, puisque Marie elle a eu un petit souci de santé et elle a été refondue en 2000. Elle a écrit dessus qu'elle a été bénite par le Père Framand. C'est tout ce que j'ai dessus. Donc c'est dommage, bon, il aurait fallu noter ce qu'il y avait d'écrit dessus à l'époque, mais bon, ça n'a pas été fait. Donc voilà pour nos 4 cloches. Et bien sûr, ces 4 cloches, il y en a 3 qui fonctionnent toujours, parce que seule Émilienne ne fonctionne pas, elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus tout simplement parce que le système qui permet de l'accrocher en haut, hein, son joug ou son bouton en haut, au-dessus, la partie qui est cachée, la partie du bois, et bien en fait, c'est la liaison entre la cloche et ce bois-là qui a du jeu. Et le problème, c'est compte tenu, si une cloche elle a du jeu, si vous avez le mouton qui se balade et la cloche qui se balade un peu plus, et bien évidemment, ça risque de tomber sur la tête des paroissiens. C'est quand même un peu gênant, ça doit être bien solidaire. Donc c'est une des choses qu'on va peut-être essayer de regarder comment on peut faire réparer ça, parce que moi j'ai tapé dessus, c'est une cloche qui a un son magnifique. Il faut y aller aussi dans le projet. C'est pas simple pour y aller. Donc nous avons les 3 cloches qui, elles, par contre, sont en état de marche. Elles fonctionnent, elles peuvent fonctionner pour toutes les manifestations qu'on peut avoir, sachant qu'autrefois, eh bien, ces cloches, c'est elles qui rythmaient toute notre vie, hein, depuis le matin jusqu'au soir. Elles nous rythmaient les heures, bien sûr, mais elles nous rythmaient aussi les grands moments, hein, l'Angélus, par exemple, les matines. Tout ça, ça rythmait la vie des gens, ça la rythmait aussi en fonction de l'information que pouvait apporter la cloche. Les cloches, ça a été l'un des premiers systèmes d'information pour les habitants. Hein, les informations qui étaient données, par exemple, pour les décès. Vous aviez une sonnerie, le glas, qui était là pour ça. Mais également, les cloches servaient pour, quand il y avait des conflits ou des choses comme ça, pour pouvoir faire mettre les gens à l'abri. Mais les cloches servaient également pour tout ce qui était le bonheur, pour faire les cloches, ce qu'on appelait à la grande volée, pour les mariages et les baptêmes. Puis la cloche, elle avait aussi, dans certains lieux, un rôle météorologique important, puisque c'est elle qui prévenait également de l'arrivée des orages. Donc vous voyez, la cloche, eh bien ici, maintenant c'est plus Internet qui réveille, ou le téléphone portable qui vous donne toutes ces infos. Ça a quand même beaucoup moins de charme. Ah. Alors moi, pour terminer, je vais vous lire quelques petits mots que j'ai écrits, parce que comme j'ai une passion pour l'écriture, voilà, donc j'ai écrit ce petit texte-là. Quand les cloches de notre église, dans l'air mélancolique, vibraient et rappelaient au loin vers leur demeure rustique, les chédonnés travaillant dans les champs dispersés, à travers les vignes et les vertes futaies, des sons qui ne sont plus, mais que le souvenir éveille, et dans les voix du soir, je crois encore prêter l'oreille. Merci beaucoup de votre attention, et je reste moi jusqu'à 5h30, si vous avez plein de questions, je suis là. Monsieur Codo qui est mort à Saint-Julien, ça va être le mari de la bonne femme.